Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire du programme EVE de l'année 2024. J'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux. Et aujourd'hui, on va parler de l'obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre, de l'impact de cette obligation réglementaire sur les PME notamment, et de la complémentarité des leviers qu'on peut trouver au sein du programme EVE pour y répondre. Sur la slide qu'on voit à l'écran, un petit rappel des aspects pratiques de quelques règles pour tout souci technique. Vous pouvez sélectionner le bouton Aide et le support de conférence qu'on présente ici, il sera disponible en téléchargement durant la présentation via le bouton que vous voyez à l'écran. C'est une sorte de petit nuage avec une flèche descendante à l'intérieur. Le replay, il vous sera envoyé par mail à l'issue du webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions et j'insiste là-dessus, posez pas les questions sur le chat. Derrière, il y a des modérateurs qui pourraient les passer sur la rubrique questions, mais posez vraiment les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde dans la rubrique questions. Et un principe aussi, pas de publicité pour les éventuels produits que vous proposez. Ce n'est pas le lieu. On va faire un rapide tour de table pour tous présenter. Et comme j'ai la parole, je vais la garder. Moi, je suis Kevin Balva, je travaille chez EcoCO2. Et je suis référent national transport et logistique. Et sur le programme EVE, je m'occupe principalement des dispositifs objectifs CO2 qui s'adressent aux transporteurs, aux commissionnaires, et sur le dispositif EFCOM qui s'adresse aux commissionnaires de transport. Et Madame Fussler, je vous laisse la parole pour vous présenter. Bonjour à tous, je suis Nathalie Fussler, je suis juriste en droit économique au sein de la CGF, la Confédération des grossistes de France, qui est une organisation professionnelle qui a pour but de représenter tous les grossistes dans tous les secteurs alimentaires, non alimentaires et interindustriels. Madame Salva, je vous passe la parole à votre tour. Bonjour, je suis Isabelle Salva, je dirige la société Transport Salva, qui est un PME de transport près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Et Madame Beau pour finir. Bonjour à tous, Céline Beau, responsable RSE pour le groupe Pomona, grossiste en produits alimentaires auprès des professionnels de la restauration. Et voilà pour la présentation. On interviendra en fait dans l'ordre d'apparition ici à l'écran. Une petite partie sur le plan du webinaire. Dans la première partie, on reviendra sur le contexte réglementaire qui rend obligatoire l'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Sans doute qu'on parlera, on va peut-être des fois sigler par défaut ça en disant BGS. Et je crois que je vais le faire quasiment tout de suite. Donc dans la deuxième partie, on verra comment le programme EVE peut faciliter la réalisation d'un BGS. Dans la troisième partie, on aura un retour d'expérience de deux entreprises, que sont les entreprises Salva et le groupe Pomona. Et dans la quatrième et dernière partie, on verra pourquoi et comment s'engager dans la réalisation d'un BGS. Et pour finir, on aura l'habituelle session de questions-réponses qui viendra conclure ce webinaire. Et je vous passe la parole, Nathalie, pour la première partie sur le contexte réglementaire et qui permettra de poser le sujet. Merci beaucoup, Kevin. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est de vous rappeler un petit peu le contexte de ce bilan d'émissions des gaz à effet de serre, tout en le voyant d'un point de vue PME. Alors, je veux bien qu'on monte la slide suivante. Merci. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu, déjà, qu'est-ce qu'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou BGS? C'est donc l'évaluation de la quantité de gaz à effet de serre qui est émise dans l'atmosphère par les activités d'une entreprise. Et ça se fait sur une année. Ce bilan, il en fait partie souvent d'un cadre. Vous avez une obligation de ce bilan qui repose en fait uniquement et qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés en France et 250 salariés pour les Outre-mer. Donc, ce bilan n'est obligatoire que pour ces entreprises-là. Toutefois, les autres entreprises, celles qui sont à moins de 500 salariés, peuvent le faire volontairement. Donc, raison pour laquelle ensuite, nous allons vous développer et vous présenter notamment deux entreprises, l'une concernée par l'obligation, l'entreprise Pomona, et l'autre qui n'est pas concernée, mais qui l'a fait volontairement et qui donc a pris cette initiative. Vous avez d'autres systèmes et en fait d'autres moyens de quantifier qui sont notamment le DIAG Décarbone Action qui lui est pour les entreprises de moins de 500 salariés et vous avez une méthode aussi que l'ADEME a développée.
Je voulais juste vous préciser qu'il y a également un BGS simplifié qui, lui, est obligatoire dans le cadre d'aides reçues par l'État du plan de relance. C'est-à-dire que vous avez eu un plan de relance qui a été lancé par le gouvernement français, et dans ce cadre-là, les entreprises de plus de 50 salariés doivent réaliser un petit BGS, un BGS simplifié. Et donc, du coup, vous avez aussi donc, certaines entreprises qui sont concernées. Il faut savoir que ce BGS, souvent, c'est en fait la première étape avant d'aller plus loin. D'abord, on quantifie les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, de son activité, et puis ensuite, on établit sur ces bases-là une stratégie bas carbone et un plan de transition ou un plan de transformation pour essayer justement de réduire ces émissions. C'est l'objectif. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Au moment que vous voyez que je le fasse. Hop. Ce bilan de gaz à effet de serre, il repose donc sur plusieurs textes dont je vous ai mis les liens et que vous pourrez cliquer. Donc en fait, ce sont des codes de l'environnement qui vous décrivent comment réaliser ce bilan. Et vous avez eu comme dernier texte un décret qui est donc paru en 2022, sur lequel je reviendrai en tout dernier, puisque c'est en lien avec les reportings extra-financiers. Je m'expliquerai un petit peu plus loin. Pour les étapes de ce bilan, il y a donc 3 étapes, celle de collecte des données, ensuite celle de les convertir dans une unité de référence qui est celle du kilo CO2 équivalent, et puis il y a aussi une obligation de publication. Cette obligation de publication, je le rappelle, elle ne concerne que les entreprises obligées et qui font un bilan de gaz à effet de serre. J'ai entouré la première étape, celle de collecte, parce que du point de vue d'une PME, donc comme vous l'avez compris, une PME qui est donc à moins de 500 salariés n'a aucune obligation de réaliser un bilan de gaz à effet de serre. Toutefois, comme ce bilan de gaz à effet de serre, il va concerner plusieurs scopes, il a des périmètres sur lesquels je reviendrai, eh bien des PME qui sont donc des parties prenantes d'entreprises obligées au BGS vont être concernées. Ça va être un petit peu plus clair lorsque je passe à l'étape suivante, pour vous expliquer que vous avez donc plusieurs scopes, plusieurs périmètres pour un bilan de gaz à effet de serre. D'abord, il y a toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont directes, réalisées par l'entreprise. Il y a celles qui sont indirectes, mais qui sont à cause de l'énergie consommée par l'entreprise. Et puis, il y a ce qu'on appelle un troisième scope. Ce sont les émissions qui sont liées en fait au transport, aux produits qu'elle achète ou aux produits qu'elle vend. Et c'est là-dedans, qu'une PME peut être concernée parce qu'en fait, elle va être prestataire, elle va être client ou elle va être fournisseur d'une entreprise soumise au bilan de gaz à effet de serre. Et donc, elle peut très concrètement être interrogée par l'entreprise qui fait le bilan de gaz à effet de serre en lui demandant ses données pour pouvoir justement réaliser son propre bilan. Donc, vous avez le détail un petit peu de comment on fait un bilan de gaz à effet de serre dans une méthode que l'ADEME a développée donc, en plusieurs versions. Nous en sommes à la version 5 qui est sortie du coup, en juillet 2022. Donc, les PME et les très petites entreprises, les TPE, peuvent donc être concernées par les bilans des autres entreprises et donc devoir remonter des informations. De façon à un petit peu vous aider dans l'identification, j'ai donc développé sur 2 slides ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire le périmètre, le troisième périmètre, avec à quels endroits une PME ou une TPE pourrait être concernée. Exemple, sur les émissions liées au transport, eh bien, si vous êtes un transporteur et que vous donc réalisez le transport pour une entreprise soumise à un bilan de gaz à effet de serre et que donc vous êtes son fournisseur, vous avez son fournisseur ou son client, en partant de son fournisseur ou son client, vous pourriez être donc interrogé par l'entreprise qui vous demanderait justement des données sur la distance parcourue, sur le type de véhicule, sur le type de carburant, parce qu'elle, dans son bilan, elle va avoir besoin d'indiquer ce genre de données. De la même manière, lorsque on est sur un coût qui est supporté, alors aval ou amont, on est sur est-ce qu'un coût est supporté ou n'est pas supporté par l'entreprise soumise au bilan de gaz à effet de serre. De la même manière également, vous allez avoir le transport de visiteurs, enfin la visite, on va dire, la visite de visiteurs ou de clients
sur le site de l'entreprise. Et cette entreprise, à ce moment-là, dans son bilan, elle peut avoir envie de reporter ces données-là. Donc, si vous êtes un prestataire et que vous visitez régulièrement cette entreprise, que vous êtes client et que vous avez régulièrement des réunions dans ces locaux, eh bien, on pourrait être amené à vous interroger sur le type de transport, la distance parcourue et le type de carburant que vous avez utilisé. Voilà, donc la PME va être interrogée régulièrement par les entreprises de plus de 500 salariés ou par d'autres qui sont volontaires, qui réalisent leur bilan et qui ont besoin de ces données-là pour le mettre dans leur bilan. De la même manière, sur les émissions indirectes associées aux produits achetés, donc là, ce qu'on appelle la catégorie 4, lorsqu'elle va donc acheter des produits et des biens, cette entreprise qui réalise son bilan, eh bien, elle va avoir besoin d'informations sur l'extraction des matières premières, sur leur transport et leur fabrication. Les points suivants qui sont donc développés comme l'immobilisation des biens ou la gestion de leurs déchets, je ne les ai pas indiqués en bleu. Donc en bleu, c'était vraiment pour essayer de vous indiquer à chaque étape laquelle vous pourriez être interrogé en tant qu'entreprise de transport ou grossiste, puisque c'est donc la majorité de l'auditoire. Sur par exemple la gestion des déchets, si vous étiez une entreprise, une PME qui faisait de la gestion de déchets, c'est-à-dire de la collecte, du tri, du recyclage, à ce moment-là, effectivement, vous pourriez être interrogé. Mais comme ce n'est pas la majorité de l'auditoire, je ne l'ai donc pas sélectionné. Mais voilà, à tous ces points-là et à tous ces postes-là, une entreprise peut vous interroger pour réaliser elle-même son propre bilan. Je poursuis. Sur les émissions, vous avez aussi celle des produits vendus. Effectivement, si vous êtes client d'une entreprise qui est soumise à un bilan de gaz à effet de serre, elle va vous interroger sur les produits qu'elle vous a vendus. Et en fait, elle va vous demander un petit peu sur toute la durée de vie de ces produits, quelques informations pour pouvoir justement le mettre dans son propre bilan de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, vous avez une catégorie, on va dire, fourre-tout, la catégorie 6, qui, elle, c'est toutes les autres émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas rentrées dans les catégories 1 à 5. Et donc, ça peut être, par exemple, des émissions importantes que voudrait faire ressortir et que voudrait prendre en compte une entreprise. Par exemple, sur un événement qu'elle organise, et donc, du coup, cet événement, forcément, émet des gaz à effet de serre. Donc, on a, par exemple, l'organisation d'une assemblée générale. Et là, on va avoir forcément tout ce qui est organisation, transport des gens qui viennent à cette assemblée. On va avoir tout ce qui est les fournitures. Et tout cet événement-là, comme cet événement est ponctuel, c'est-à-dire qu'il n'a lieu qu'une fois dans l'année, est-ce que vous le prenez en compte dans les catégories précédentes ou est-ce que vous le mettez en compte, l'entreprise le met dans la catégorie 6. Donc, c'est juste un travail de classement. Mais toujours est-il que des PME qui fournissent une prestation lors de cette assemblée générale peuvent être interrogées sur les données des produits qu'elles fournissent ou des services qu'elles fournissent. Je reviens juste sur le sujet d'où viennent ces catégories. Ces catégories, en fait, elles sont normées. Vous avez donc indiqué la norme au tout début lors du premier schéma qui vous montrait les scopes. En fait, c'est une norme européenne, une norme mondiale, même ISO, qui donc a déterminé ces 5-6 catégories même d'émissions. Et donc, du coup, vous avez dans la méthode de l'ADEME décrit à chaque fois quelles sont les données correspondantes et quels sont finalement les postes concernant ces émissions-là. Et pour terminer mon intervention et mon sujet, je reviens sur un petit point que je vous avais évoqué. Vous avez peut-être entendu parler de BGES, mais aussi de CSRD. La CSRD, c'est donc un texte européen, c'est une directive qui a été adoptée le 14 décembre 2022 et qui va donc renforcer une obligation qui existait déjà. C'est une obligation de performance extra-financière. Je m'explique. Les entreprises font des bilans comptables et des bilans de leur activité. Mais à côté de ça, elles ont, depuis 2014, une obligation de faire également une déclaration de performance extra-financière. Donc, elles doivent donner les impacts de leur activité et elles doivent décrire les impacts de leur activité sur leur environnement. On appelle ça aussi un reporting extra-financier. J'ai fait exprès de vous mettre vraiment tout le vocable pour que vous compreniez que c'est toujours la même chose dont on parle, une déclaration de performance extra-financière, une DPEF ou un reporting extra-financier, c'est toujours pareil.
Le texte de 2022, la CSRD, lui, vient donc remplacer le texte précédent de 2014 et vient élargir, renforcer les obligations de ce fameux reporting. On passe d'ailleurs en vocable d'un reporting extra-financier à un reporting de durabilité. Vous entendrez ces deux termes-là. Donc il y a plus d'entreprises concernées, il y a un contenu d'information qui est plus large, et puis il y a un système de vérification. Et ce reporting, ce rapport que doivent rendre les entreprises, certaines entreprises, il a été mis en parallèle avec le bilan de gaz à effet de serre. Parce que finalement, on est dans la même démarche, c'est-à-dire que le reporting, lui, vous fait un rapport de l'impact de l'activité de l'entreprise sur son environnement. Et le bilan de gaz à effet de serre, lui, son objectif, c'est donc, comme je vous le disais, de quantifier les émissions de gaz à effet de serre. Donc le décret de 2022, dont je vous ai parlé au tout début, vient justement mettre en parallèle l'un et l'autre. Donc aujourd'hui, une entreprise de plus de 500 salariés eh bien, fait son rapport de durabilité, et elle fera également son bilan de gaz à effet de serre sur les mêmes périmètres, c'est-à-dire le 1, le scope 1, le 2 et le 3, 4, 5, 6. Donc ce texte a eu cet effet-là. Pour la CSRD, c'est-à-dire pour la directive européenne, en réalité, elle va petit à petit monter en puissance, c'est-à-dire que pour l'instant, elle ne concerne, pour l'année 2024, les données 2024, elles ne concernent que les grandes entreprises cotées sur les marchés. Elles seront publiées dans leur rapport en 2025, parce que vous savez qu'on est toujours sur une année N-1. Ensuite, pour les données 2025, ça sera publié en 2026, toutes les grandes entreprises. Et ensuite, ça concernera certaines PME, les PME qui sont cotées. Donc, ces deux documents, très concrètement, vont être en parallèle, le bilan de gaz à effet de serre et la CSRD, donc un rapport que publient certaines entreprises. Voilà, j'ai terminé mon contexte réglementaire. Je passe la parole. Si vous avez des questions, je les regarderai. Eh ben, merci Nathalie pour cette première partie. On va donc passer à la deuxième partie. Elle sera assez courte. Dans cette deuxième partie, en fait, on va vous montrer ce que peut vous apporter le programme EVE pour faciliter votre BGS. Et le programme EVE, il permet aux entreprises de se familiariser aux exigences du calcul carbone et surtout de se faire accompagner par un expert qui apporte les outils et la méthode nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre en matière de transport. Si vous êtes une entreprise de transport, l'activité transport, elle devrait représenter la majorité de vos émissions de gaz à effet de serre. Sur la slide que vous voyez à l'écran, on a une cartographie des principaux postes d'émissions d'une entreprise, et on va se concentrer uniquement sur les émissions liées au transport de marchandises dans cet exemple, qui sont encadrées en jaune, et on retrouve à l'intérieur de ces émissions les émissions indirectes transport, qui sont scindées en deux sous-catégories, les émissions de transport amont et les émissions de transport aval. Transport amont sont les flux de vos fournisseurs, vos approvisionnements, en gros, permettant de faire tourner votre activité. Je prends un exemple pour le transport, ça va être la livraison de vos pneus. Et pour une industrie, ça peut être les entrées de matières premières qui vous permettent de fabriquer un produit. Et le transport aval, c'est la distribution, la livraison de vos clients. Pour les émissions indirectes de transport que vous retrouvez dans un rond au centre de l'écran. Et en fait, c'est dans le cas où l'entreprise possède sa propre flotte de véhicules. Et dans ce cas-là, en fait, les émissions de gaz à effet de serre relatives à ces véhicules, elles rentrent dans cette catégorie. On va essayer ici de se placer en fonction, en gros, des profils d'entreprise type qu'on retrouve dans le programme EVE. Si je suis un transporteur, un grossiste, un commissionnaire de transport ou un chargeur engagé dans le programme EVE, ça va m'aider fortement à réaliser mon BGS. En tant qu'entreprise engagée dans le programme EVE, j'ai à disposition, à travers les outils du programme EVE, mes émissions de GES transport. Inversement, si je suis une entreprise qui a réalisé son BGS et que je ne suis pas engagé dans le programme EVE, les données GES transport issues de mon BGS, elles vont m'aider à m'engager dans le programme EVE. Bien entendu, je vais le répéter à plusieurs reprises, le BGS, il est bien plus large que la partie transport puisqu'il intègre tous les postes d'émission, mais néanmoins, l'engagement dans le programme EVE, il va permettre à l'entreprise, il va vous permettre de piloter plus finement vos données transport et de s'engager dans un plan d'action sur mesure de réduction des émissions de gaz à effet de serre de son activité transport. Je vais me placer en tant que
qu'acheteur transport en tant que chargeur et commissionnaire de transport pur, j'entends par là des entreprises qui ne disposent pas de flotte de véhicules et qui achètent du transport auprès de prestataires de transport, et ben dans ce cas, les émissions de gaz à effet de serre de mon activité de transport, elles apparaîtront dans les émissions indirectes. Comment je peux collecter en fait ces données? Et ben la donnée GES de mes prestataires de transport, je peux les collecter via la plateforme d'échange de données environnementales transport. Et je le rappelle, cette plateforme d'échange de données, c'est une des composantes du programme EV et elle est accessible aux entreprises engagées au nom ou non au sein du programme EV. Cette donnée collectée, une fois que je l'ai, elle me permet également de l'inscrire dans mon engagement FRED 21, c'est un engagement à destination des chargeurs, ou dans mon engagement FCOM, c'est un engagement à destination des commissionnaires de transport, ou dans mon BGS dans la partie émission directe transport. En tant que transporteur cette fois, toutes les opérations que je vais réaliser avec ma flotte propre de véhicules, elles apparaîtront dans les émissions directes. Si je recours à l'affrètement, comme tout à l'heure, ces émissions, elles seront comptabilisées dans la rubrique émissions indirectes. Si je dois résumer les données que vous aurez à renseigner dans le cadre d'un BGS sur l'activité de transport, il y a 2 cas de figure en réalité. Si vous possédez des véhicules, ça sera la consommation de carburant de ces derniers. Et si vous ne possédez pas ces véhicules, vous avez 2 possibilités, l'une ou l'autre, elles peuvent être complémentaires. Ça sera l'information GES des prestataires de transport, l'info GES réglementaire transmise par vos prestataires de transport, et ou, on a les 2 options, l'association d'un gabarit de véhicule, d'un carburant, et au choix, soit des tonnes kilomètres, soit des véhicules kilomètres qui y sont associés. Ce sont vraiment toutes des données dont vous disposez dans le cadre du programme EV. Et si vous avez une flotte de véhicules que vous détenez, que vous opérez, vous les retrouvez dans les données du dispositif Objectif CO2. Et si vous avez plutôt un profil acheteur transport, vous retrouverez les données dans les dispositifs FCOM et FRED 21 et via la plateforme d'échange de données environnementales qui vous permet d'échanger l'information GES des prestations de transport réglementaires et des indicateurs clients des KPI. On vient de voir très rapidement la phase de collecte et d'exploitation des données pour la réalisation d'un BGS. On va maintenant voir aussi à nouveau très rapidement une autre phase qui est le plan d'action de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Et ce plan d'action, il va permettre à l'entreprise d'affiner sa stratégie climat et de s'aligner sur une trajectoire bas carbone. Si je suis une entreprise engagée dans le programme EV, je vais pouvoir utiliser certaines actions que j'ai mises en place au sein de mon engagement EV dans mon plan d'action BGS. À l'écran, je ne viendrai pas dans le détail, vous allez voir les exemples d'actions que je peux retenir en fonction de mon profil. Si je suis un chargeur, un commissionnaire de transport, c'est la partie FRED 21 et FCOM que vous voyez en haut. Et si je suis un transporteur, c'est la partie objectif CO ou grossiste, c'est la partie que vous voyez en dessous dans objectif CO2. Et en gros, grâce aux outils du programme EV, sur la partie transport, une entreprise engagée, elle peut modéliser ses réductions d'émissions de gaz à effet de serre en fonction des différentes actions qu'elle aura mises en place. Et les fiches actions du programme EV et nos outils de modélisation des actions et de leur potentiel de réduction d'émissions, ils sont vraiment précieux pour engager un plan de transition sur votre activité de transport dans le cadre du BGS. Voilà, rapidement quelques apports du programme EV dans la réalisation d'un BGS. Et maintenant, les entreprises vont illustrer ça avec leurs propres mots et à travers leur propre expérience. Et Madame Salva, je vais vous laisser la parole pour la suite. Merci Kevin. Oui. Donc nous, on est une société d'un peu moins de 50 salariés. On a été créé tout juste il y a 50 ans. Et notre spécialité aujourd'hui, 53% des tonnes kilomètres qu'on réalise, elles sont en combiné rail-route. Donc sur Perpignan, on a à proximité 2 hubs ferroviaires, à savoir Perpignan-Saint-Charles et l'autoroute ferroviaire qui relie le Boulou à Wittembourg. Et après, une majorité de nos flux se font principalement sur la France, mais aussi sur le Benelux, l'Allemagne et l'Espagne. Donc ça, et on compte à peu près 45 personnes. Alors en concret, on est engagé dans la charte Objectif CO2 depuis 2009. On y en est à notre 4e engagement. On a déployé plusieurs actions, comme le renouvellement de la flotte en Euro 6, la formation à l'éco-conduite de tous nos conducteurs, la dématérialisation de tous nos process administratifs, que ce soit par l'EDI ou par la CMR électronique. Et là, sur notamment cette illustration,
on se rend compte qu'en 12 ans, on a baissé la consommation de nos véhicules de 22%. Donc, donc ces actions, on a bien le résultat de ces actions. Et derrière ça, ce qui nous a permis en 2014 d'avoir le premier label Objectif CO2. Aujourd'hui, on en est à notre 3e label. Et on a une performance qui interpelle du fait qu'elle mixe le rail et la route. Je crois que je me suis perdue dans les slides, non? Donc, effectivement, on a une performance globale de 26 grammes à la tonne kilomètre transporté. En concret, sur tout ce qui est routier, on est à 53 grammes de CO2 à la tonne kilomètre. Et par contre, sur le ferroviaire, là, on affiche 2,5 grammes. Donc, tout ça, ça s'est inscrit dans la démarche Objectif CO2 et aussi avec nos chargeurs. Donc, pour aller plus loin, on a souhaité de faire un bilan GES. Donc, pour ça, on a été accompagné par la BPI. La BPI, elle me propose le DIAC décarbonation, comme vous l'avez présenté avant. Donc, c'est adapté à notre taille d'entreprise, moins de 500 salariés. Et c'est pour les entreprises qui n'en ont jamais fait. Donc, BPI France, pour nous, c'est un partenaire financier depuis de nombreuses années. Et à travers ce DIAC décarbonation, nous, on a eu la possibilité de choisir notre prestataire. On a choisi EcoCO2 de façon évidente, puisque c'est EcoCO2 qui nous suivait aussi pour Objectif CO2 et qui est quand même reconnu en matière, pour ses compétences en matière de transport et logistique, je pense qu'il n'y a rien à dire. Donc, on est parti avec EcoCO2. L'accompagnement, il s'est fait sur 6 mois, de mai à octobre. Et là encore, la semaine dernière, on a pu, EcoCO2 a présenté notre bilan carbone à nos principaux chargeurs. Donc, ça a été un véritable accompagnement et un véritable partenariat. En concret, comment ça s'est passé? Donc là, on va reprendre un peu votre tableau. Donc, pareil. Le bilan CO2 des transports Salva sur l'année 2022, il est à 4732 tonnes. Le bilan GES, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a pris en compte? Toutes nos émissions directes, le scope 1, nos émissions indirectes, scope 2. Dans le scope 1, effectivement, il rentre la consommation de nos véhicules. 78%, c'est assez logique pour un transporteur. Et après, dans tout ce qui est scope 3, c'est tout les émissions, ce sont toutes les émissions indirectes. C'est-à-dire le déplacement de nos salariés, les achats de biens et de services, les transports en train, la sous-traitance. La sous-traitance, pour nous, c'est important, ou du moins, on l'a encore mieux mesuré, étant donné que dans la sous-traitance rentre la sous-traitance routière, mais aussi la sous-traitance ferroviaire. Et donc, on se rend compte, on a bien mesuré, on réalise 53% de nos tonnes kilomètres en rail-route, et ça correspond à une émission de 3% de nos GES. Donc, on a une activité extrêmement décarbonée. Puis enfin, on va dire effectivement, comme vous le disiez, rentrent les déplacements domicile-travail de nos salariés et la collecte, le traitement de nos déchets. Ça a été pour tout. Voilà tout ce qu'on a pris pour faire ce bilan GES. L'avantage aussi de ce bilan GES, on a pu avoir le détail par poste. Donc, ce détail par poste, il est décomposé par le fret routier sortant, tout ce qui est véhicule, ratio monétaire. Alors, dans les bilans GES, si je ne dis pas de bêtises, le ratio monétaire correspond chez nous à tout ce qui est achat de pièces pour la maintenance des remorques, des véhicules, pneus, fournitures, tout ce qui est achat de services et aussi tout ce qui est hébergement et déplacement.
Là aussi, c'est rassurant. Vous voyez bien que l'ensemble de nos émissions correspond bien, on va dire, à notre activité de transporteur. Dans le même cadre, on va dire, en allant plus loin que le simple, on va dire, CO2, on a eu la possibilité d'avoir la consommation de tous les autres gaz à effet de serre, à savoir le CH4. Alors, je suis pas vraiment spécialiste du sujet, mais le méthane, effectivement, nous en consommons, des protoxydes d'azote, le N20 et d'autres gaz. Donc, je trouvais ça aussi assez sympa de mettre en lumière, on va dire, l'ensemble de notre consommation en matière de gaz à effet de serre. Donc après, on a eu les résultats. Les résultats, pour nous, ça s'inscrit complètement dans notre démarche RSE. On fait écho aussi au label ESG qu'on renouvelle chaque année. On le diffuse largement auprès de nos chargeurs. On est aussi capable à répondre à certaines problématiques en matière d'écologie et de transport du travail qu'eux-mêmes peuvent avoir. Il répond aussi également à la directive CSRD, comme vous le soulignez tout à l'heure, bien que nous ne sommes pas concernés directement, indirectement, nous le sommes. Et puis après, à partir de ça, on a pu effectivement faire un plan de transition. Une grosse partie du plan de transition est effectivement la poursuite des actions objectifs CO2. Donc le renouvellement de notre flotte sur notamment des nouvelles motorisations type tracteur hydrogène, favoriser toujours tant que l'on peut le report modal. Après, par ailleurs, impliquer notre personnel. Donc là, le prochain processus, c'est effectivement sensibiliser et mettre acteur notre personnel à travers des sensibilisations de l'eau, comme des sujets comme sur l'eau, ou effectivement la gestion des déchets éco-locaux. Et derrière, comme quand même fait partie de notre ADN aujourd'hui, dans notre entreprise, le sujet environnemental, c'est vraiment intégré dans tous nos projets qu'on puisse faire sur site, une démarche sur le photovoltaïque, une démarche qui peut intégrer aussi la biodiversité, c'est-à-dire des stations de lavage écologique, la création de puits de carbone, et voilà, pour pouvoir continuer notre activité de transporteur. Voilà. Après, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Eh ben, merci Madame Salva pour votre témoignage qui est très intéressant et on va passer je pense à un autre retour d'expérience, celui du groupe Pomona de Madame Beau et je vous laisse la main. Parfait. Donc, rebonjour à tous. Je suis responsable RSE pour le groupe Pomona et je vais vous présenter en quelques slides notre entreprise et les enjeux que nous avons sur cet aspect de bilan carbone très intéressant. Donc le groupe Pomona, nous sommes un groupe familial qui a aujourd'hui 112 ans. Nous sommes nés dans le commerce des fruits et légumes et puis nous nous sommes diversifiés au fil des années et sommes aujourd'hui un acteur important français de la distribution livrée de produits alimentaires auprès des professionnels des métiers de bouche. Donc nous avons différentes branches, différents réseaux qui s'adressent certains exclusivement aux professionnels de la restauration hors domicile, Terre Azur, Passion Froid, Épices Saveurs, Relais d'Or. Nous avons aussi des réseaux qui s'adressent au commerce alimentaire spécialisé de proximité, Délices Créations et Saveurs d'Antoine, et une entité à l'étranger, en Espagne. Donc, comme vous le voyez, nous livrons nos clients avec notamment notre flotte de camions intégrée. Sur les 12 000 collaborateurs, la moitié chez nous sont des personnes des métiers de logistique, préparateurs, mais également chauffeurs-livreurs. Donc ce point de la logistique du transport est un point essentiel dans notre activité.
Et notre mission, au cœur de chaque région, puisque nous sommes également un groupe très décentralisé au sein des différentes régions de France et en Espagne, notre mission, c'est d'aider les professionnels des métiers de bouche à toujours mieux nourrir leurs clients. Donc, nous avons une démarche RSE qui couvre l'ensemble des items de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous les voyez à l'écran, il y a 4 engagements. Le premier, plutôt axé sur nos filières produits, donc le développement d'alimentation meilleure et responsable. Le second, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et dans lequel, en fait, qui a trait à nos services, à l'intention de nos clients, nos services de livraison et de stockage de nos produits, et que l'on souhaite faire évoluer le plus possible vers des services très sûrs et les plus éco-responsables possibles. Ensuite, un item lié à l'engagement de nos équipes et un autre vraiment axé sur le local, étant donné l'ADN de notre entreprise. Donc, la partie carbone, finalement, elle est en transverse de ces 4 engagements, en particulier au cœur de notre métier de grossiste, donc qui consiste à stocker et à livrer nos clients. Mais voilà, la partie carbone, comme vous allez le voir, elle est vraiment en transverse de ces 4 engagements RSE. Nous sommes labellisés AFNOR, engagés RSE, depuis bientôt 2 ans, 2022. Et cette même année, nous avons intégré la charte Objectif CO2 pour 2 raisons. Déjà, devenir plus expert quant à cet aspect de logistique, de surtout mesure de notre activité logistique, mesure de nos émissions de CO2 associées à notre métier de grossiste. Et puis également pour valoriser toutes les actions que nous faisions déjà et que nous souhaitions amplifier dans le cadre notamment de notre démarche RSE. Donc nous sommes, vu notre taille d'entreprise, réglementairement soumis au BGS. Alors depuis déjà plus d'une dizaine d'années pour une partie de notre société. Vous le voyez tout à l'heure, c'est selon les sirènes. Chaque sirène est soumise ou pas à cette obligation réglementaire. Et donc, nous, l'ensemble de nos sociétés n'étaient initialement pas sujettes au BGS, mais depuis assez récemment, voilà, nos 6 réseaux France, en tout cas, ils sont soumis. Donc, notre dernier bilan carbone, qui date de fin 2023, a intégré la mesure des émissions de CO2 de l'ensemble de nos réseaux français. Et donc, comme vous avez pu le voir aussi depuis le début de ces présentations, c'est qu'au-delà de mesurer, ce qui est déjà essentiel pour bien piloter ces actions en matière de réduction d'émissions, il faut bien sûr initialement les mesurer et c'est tout un travail important et qui nécessite de l'investissement en temps et peut-être parfois en moyens de collecte des données pour déjà bien mesurer ces émissions. Et à cela, la réglementation et la logique, j'aurais envie de dire, y associe un plan de transition qui a vocation à présenter les objectifs, les moyens et les actions mis en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et nous, voilà, comme toutes les entreprises assujetties au BGS, nous devons rendre public ce bilan et ce plan de transition sur le portail de l'ADEME et le mettre à jour tous les 4 ans, les mettre à jour tous les 4 ans. Et donc, voilà, comme la réglementation a évolué et depuis maintenant plus d'1 an, les bilans des émissions de gaz à effet de serre doivent couvrir l'ensemble des scopes d'émissions, 1, 2 et 3, comme vous avez également pu voir ces notions depuis le début des présentations. Donc, nous sommes pliés à cet exercice pour le groupe Pomona sur l'année 2023. Et pour ça, donc je vous disais, ça représente une certaine masse de travail. Déjà, sur la partie collecte des données. Le but étant d'avoir les données les plus précises, représentatives possibles sur nos différents scopes d'activité. Et ça, c'est déjà tout un travail que nous avions mis en place, enfin anticipé déjà depuis plusieurs années et affiné une bonne année avant notre BGS réglementaire de l'année dernière pour pouvoir être prêt à la fin de notre exercice à convertir toutes ces données d'activité en équivalent CO2. Et donc voilà, ça s'est anticipé plusieurs mois avant. Et de manière concrète, quand il a fallu vraiment produire les éléments, faire les calculs, ça nous a grosso modo demandé environ 3 mois de travail très intense. Alors pas à 100%, nous étions 2 personnes sur le sujet. Bien sûr, nous n'avions pas fait ça tous les jours à 100% pendant 3 mois, mais ça nous a occupé une bonne partie de cette période.
Et voilà, comme je vous le disais, en récoltant du coup le travail aussi mené sur les mois et années précédentes pour voilà, mettre en place les process de collecte des données. Voilà. Donc, nous, en termes de cartographie de nos activités, donc nous achetons des produits qui nous sont acheminés par soit des prestataires de transport, soit par nos fournisseurs directement jusqu'à nos sites. Nos sites qui sont donc des entrepôts qui donc stockent les produits ambiants, enfin à température ambiante, en température positive ou en surgelé. Depuis nos sites, nous livrons nos clients, essentiellement avec notre flotte de camions, un peu de, vous allez le voir, de transport en prestation. Nous avons des navettes aussi qui naviguent entre nos différents sites. Et puis, nous livrons nos clients qui, eux, utilisent nos produits. Donc, au global, alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça donne quand même un chiffre. C'est que le groupe Pomona, sur l'ensemble de ses scopes d'émissions, il émet 44 millions de tonnes de CO2 à l'année. Alors, j'ai mis en rouge les produits parce que, de manière assez classique, dans un bilan carbone, tout ce qui est scope 3 est très lourd dans un bilan carbone. Et nous, en particulier aussi, parce que ce sont des produits issus de l'agriculture, c'est une large partie de nos 4 millions de tonnes de CO2, les produits. Ça, c'est notre scope 3. Et bien sûr, on fait des choses, on a un plan d'action pour réduire les émissions liées à ces produits. Mais j'ai surtout entouré la partie bâtiment et livraison parce que c'est vraiment notre cœur de métier de grossiste. Donc, même si cela représente pas du tout la majorité de nos émissions sur les 4 millions de tonnes, ce sont nos scopes 1 et 2, enfin en tout cas essentiellement là où sont nos scopes 1 et 2, et c'est là où nous avons la main dans notre métier au quotidien pour réduire nos émissions. Donc en ça, j'ai fait un petit focus sur ce sujet-là. Hop, petit souci dans les slides. Hop, j'ai quelque chose qui me gêne mon écran, mais c'est pas grave. Donc le transport, évidemment, dans notre chaîne de valeur, c'est un poste important sur lequel on met beaucoup d'attention. Et donc, comme vous le voyez, quand je vous disais nos scopes 1 et 2, donc qui sont, on va dire, les émissions vraiment liées à nos activités de stockage et de livraison, ce qui pèse très lourd chez nous, assez logiquement, ce sont les carburants. Vous voyez, 85% de nos scopes 1 et 2, ce sont les carburants, donc c'est vraiment un point d'attention très important pour nous. À périmètre comparable, puisque je vous disais, depuis plus d'une dizaine d'années, on faisions le bilan carbone sur 3 de nos réseaux. Donc, à périmètre comparable, toujours sur ces 3 réseaux. Voilà, nous avons donc déjà pu, grâce à cette mesure de bilan carbone, mettre en évidence le fait que nous avions réduit nos émissions de gaz à effet de serre sur ces postes d'émissions, carburant, électricité et gaz frigo. Donc, bien sûr, les efforts sont encore à poursuivre, mais c'est déjà bien aussi de pouvoir vraiment valoriser les efforts faits sur l'ensemble de ces postes d'émission par les équipes pour inciter aussi à aller encore plus loin. Et comme je vous le disais, voilà, la collecte des données, c'est un enjeu très important pour bien mesurer, voilà, et ensuite valoriser les efforts et continuer la suite. Mais vraiment, la partie de collecte des données est très importante. Donc, quand on fait un focus sur vraiment la partie transport, alors je vous disais, il y a la livraison. Vous voyez là, dans ces données graphiques, on a des postes de livraison en propre et prestés qui pèsent et qui sont vraiment importants dans notre activité. Ce sont en majorité nos camions, en tout cas les camions qu'on a en location pour réaliser les livraisons de nos clients. Donc là, voilà, on a des actions sur ces flottes de camions, sur le comportement de conduite pour réduire les émissions. Mais vous le voyez aussi, et ça même si c'est en dehors de nos scopes 1 et 2, c'est pour attirer votre attention, dans notre chaîne de valeur, on a aussi tout le transport amont, comme c'était décrit aussi dans la présentation tout à l'heure, l'import, les déplacements des marchandises acheminées jusqu'à chez nous sur le territoire français. On a même aussi un peu d'export. Donc là, ça va même sur du maritime et de l'avion, tout comme aussi sur l'amont. On peut avoir bien sûr avoir de l'amont d'un peu partout dans le monde par avion et par bateau. Mais c'est vrai que le routier est quand même très lourd dans toutes ces émissions de transport. Et donc, l'enjeu pour nous, pour mesurer, pour établir tous ces chiffres, en l'occurrence là, toutes ces proportions, c'est d'avoir les données. Donc, de litrage de carburant chez nous, de kilomètres parcourus, etc. Et puis aussi, quand on a du transport presté, que ce soit vers nos clients ou en amont, nos fournisseurs ou des prestataires de transport qui nous livrent jusqu'à nos sites,
il y a un vrai enjeu de pouvoir avoir les empreintes carbone de tous ces transports-là. Donc, ça dépend pas de nous et c'est pour ça qu'on sollicite aussi nos fournisseurs, nos prestataires de transport ou nos fournisseurs de produits pour qu'ils puissent nous délivrer des précisions, des données sur les émissions de CO2 associées à toute cette logistique. Donc, il y a un vrai enjeu de données et vous serez tous dans vos métiers de plus en plus sollicités, nous-mêmes l'étant par nos clients que nous livrons, pour avoir des données pour que nos clients fassent eux-mêmes leur bilan carbone. Voilà, et donc comme je vous le disais, une fois la mesure faite, et une mesure qu'on va améliorer d'année en année, il faut commencer, et puis après au fil des exercices de BGS, on améliore, on met en place une collecte plus précise des données, ce qui améliore la qualité des bilans carbone, des données du bilan carbone. Et puis les actions de réduction, parce que c'est quand même ça le but essentiel derrière, c'est de réduire nos émissions de CO2. Et donc pour ça, il y a différents leviers de différentes natures. Je vous parlais de nos flottes de camions en propre, où là la décarbonation des véhicules va être essentielle pour vraiment réduire les émissions associées à nos livraisons. Donc de passer sur des technologies différentes du diesel. Donc ça, gros enjeu technologique, d'investissement aussi, économique. Et puis vraiment sur l'efficacité énergétique de notre transport. Donc il y a différents leviers, que ce soit des plans de transport optimisés, des remplissages de camions pareil optimisés, des fréquences de livraison bien adaptées, l'éco-conduite, le pilotage aussi des indicateurs. Ça peut paraître basique, mais ne serait-ce que bien piloter, par exemple, son litre au 100, de le suivre et de se fixer des objectifs dessus, c'est essentiel pour mesurer aussi la performance des actions mises en place pour réduire les émissions et optimiser les consommations. Voilà pour moi. Merci Madame Beau pour ce deuxième témoignage qui est complémentaire, moi je trouve, du premier. Et on va passer à la quatrième et dernière partie dans laquelle on va essayer de répondre à vos interrogations, voire à lever des freins que les entreprises pourraient rencontrer. Et au vu de l'heure, oui, je vais essayer de gagner du temps. Vous aurez peut-être tout le détail sur le support de présentation et n'hésitez pas à poser des questions par la suite si on n'a pas le temps ici. Grosso modo, il nous reste 14 minutes et je vais essayer de réduire cette partie vraiment au mieux que je puisse pour pouvoir passer à la partie questions-réponses. Et je vais essayer de faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit et de faire de petites ouvertures dans cette dernière partie. Et juste pour dire qu'entre urgence climatique, obligations réglementaires, en fait, le BGS, il s'impose aujourd'hui comme une étape incontournable pour les entreprises françaises. Et en vous permettant d'évaluer vos émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment une base indispensable pour votre stratégie RSE. Comme on vient de voir, le BGS, il y a un double objectif, c'est de quantifier les émissions de gaz à effet de serre produites par votre structure et suivre leur évolution au fil du temps d'un côté, et de définir un plan d'action concret pour réduire ces émissions de l'autre côté. Le BGS, c'est un outil de pilotage, il est du coup éclairant sur vos émissions de gaz à effet de serre et c'est une feuille de route pour la trajectoire de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition, il vous permet de penser le futur de votre entreprise, de faire des projections d'un point de vue environnemental, mais également économique, stratégique et financier, et je ne rentre pas sur le détail sur le détail de ces trois volets économiques, stratégiques et financiers. Plus globalement, le BGS, il s'inscrit dans des politiques publiques, des dispositifs réglementaires qui sont plus larges. Au niveau national, je vais en citer une seule, c'est la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui vise moins 28% des émissions de GES du secteur du transport en 2030 par rapport à 2015 et une décarbonation complète à l'horizon 2050. Et dans cette optique, le BGS, il amène les entreprises à réfléchir à comment décarboner leur activité d'ici 2050 et il permet vraiment de segmenter ces objectifs avec des échéances tous les 4 ans et c'est plus facilement atteignable que de faire le grand saut d'un coup. Au niveau européen, on en a parlé avec Madame Fussler, la CSRD, qui encadre en gros les déclarations de performance extra-financière des sociétés européennes. Et les entreprises concernées, elles ont une obligation de reporting annuelle sur les conséquences sociales, sociétales, environnementales de leur activité. Et grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la CSRD, le BGS il devient obligatoire pour beaucoup plus d'entreprises qu'auparavant.
Et même les entreprises qui ne sont pas directement impactées par la CSRD peuvent l'être. Par exemple, si votre entreprise, je ne sais pas, elle est prestataire d'une plus grande entreprise, eh ben, il est possible que votre donneur d'ordre il privilégie des prestataires qui ont décarboné leur activité. Et ça va avoir un effet d'entraînement sur les PME, sur les ETI, qui sont prestataires des grands groupes et qui vont devoir elles aussi décarboner leur activité. Et auquel cas, la réalisation d'un BGS, elle sera nécessaire. Et on vous conseille donc de ne pas attendre vraiment la date butoir en fait pour réaliser votre premier BGS, mais d'anticiper tout ça afin de le réaliser dans les meilleures conditions et d'avoir les données les plus fiables possibles. Une autre dimension à laquelle on peut penser, c'est le fait que de plus en plus d'investisseurs et de banques se préoccupent du sujet environnemental et ça va également pousser les entreprises à faire évoluer leurs pratiques. En guise d'exemple, je crois qu'on ne reprendra qu'un seul, c'est on peut évoquer la Banque de France qui prépare une cotation climatique des entreprises et les données publiées dans la CSRD, elles sont utilisées par la Banque de France et la situation climatique de l'entreprise, elle sera prise en compte dans la cotation de la Banque de France. En gros, la Banque de France, elle va émettre un avis qui sera partagé ensuite avec les entreprises, leurs établissements financiers qui sont sollicités pour financer les investissements et la transition. C'est donc vraiment un signal fort qui est envoyé aux entreprises, car si elles n'ont pas de stratégie climat, elles pourraient à terme ne plus prétendre à un accompagnement financier. Voilà, quelques autres détails sur la partie en bas à droite, 2-3 arguments supplémentaires que ceux qu'on a dit ce jour pour en gros vous inciter à aller vers le BGS et un rappel justement en cas de non-respect du BGS, 50 000 euros, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros et jusqu'à 100 000 euros en cas de récidive. Le programme EVE, permet aux entreprises qui ont une activité de transport d'avoir une partie vraiment significative. On l'a vu avec Madame Salva, la partie transport, c'était presque 80% des émissions de l'activité de l'entreprise, donc une partie vraiment significative des données nécessaires au BGS. Et pour un transporteur, voilà, on l'a vu, c'est vraiment la partie la plus importante, la partie transport. Et le BGS, les PGS et le programme EVE, ils sont donc complémentaires dans le sens où l'entreprise qui est engagée dans EVE, elle sera vraiment habituée au calcul de son empreinte carbone et elle disposera d'une partie des données nécessaires à l'établissement d'un BGS. Et l'entreprise engagée dans EVE, elle dispose aussi des outils de modélisation et de quantification des réductions d'émissions des gaz à effet de serre, des actions relatives à son activité de transport. Et l'entreprise, dans son BGS, le plan de transition du BGS, il pourra s'appuyer sur les actions qui ont été mises en place dans le cadre de l'engagement EVE. Et voilà, je rappelle aussi que vous bénéficiez d'un accompagnement pendant toute la durée de votre engagement dans le cadre d'un accompagnement EVE. Et on va parler un peu financement. Si votre entreprise, elle fait moins de 500 salariés, et vous pouvez prétendre à un financement de votre premier BGS, je précise bien votre premier BGS, via le DIAC Décarbonation. Le DIAC Décarbonation, c'est financé par BPI France à hauteur de 40 à 60% en fonction de votre taille d'entreprise. Grosso modo, la Presta, elle coûte 10 000 euros. Vous avez moins de 250 salariés, ça vous coûtera 4 000 euros. Et vous avez entre 250 et 499 salariés, ça vous coûtera 6 000 euros. Le contenu de la prestation, on le voit à l'écran, je ne rentre pas dans le détail. Et j'en profite également pour vous dire que ma société EcoCO2, elle est expert référencé dans le DIAC Décarbonation. Et avant de penser à la phase de questions-réponses, voilà juste un petit message à retenir, c'est que les entreprises, lorsqu'elles ne sont pas soumises directement, réglementairement au BGS ou aux différents dispositifs qu'on vient de voir, elles vont tout de même être impactées indirectement par leurs parties prenantes. Il vaut mieux anticiper ces demandes, il existe des outils permettant de s'y préparer. Le programme EVE en est une sur l'activité transport. Les entreprises peuvent être accompagnées, on l'a vu, l'accompagnement qu'il y a sur la partie transport sur EVE, elles peuvent être financées, on vient de le voir sur le DIAC Décarbonation. Et le BGS, c'est vraiment la première étape d'une stratégie climat en entreprise. C'est un outil qui est indispensable pour prendre conscience de votre impact écologique et de commencer à réfléchir à quoi doit ressembler votre entreprise dans un monde bas carbone. Mais pour vraiment implémenter une vraie stratégie RSE dans votre entreprise, faire un BGS ne suffira pas et une bonne stratégie RSE, elle s'accompagnera d'un changement des mentalités. Autrement dit, voilà, le plus important, c'est pas le BGS en tant que tel, mais c'est ce que vous en faites et comment vous choisissez d'aborder le sujet avec vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos prestataires. Voilà, je ne dis plus rien et on va passer à la phase de questions-réponses. Et n'hésitez pas tous autour de la table, si jamais il y a des questions, à les prendre. Je crois qu'il y a une grande partie des questions posées qui ont eu des réponses, si je ne dis pas de bêtises. Alors.
La première question que je vais prendre de Jingling Guan, quel est le label connu en Europe et international pour réduire l'émission de CO2? Je ne sais pas de quel label en particulier vous voulez parler, si c'est quelque chose vraiment de global sur toute votre activité, ou si c'est sur une partie transport, il faudrait juste préciser, n'hésitez pas à nous le préciser, voilà, vraiment par mail, et on y reprendra de façon concrète. Mais moi, voilà, j'ai présenté par exemple ici, comme vous parlez de label, moi je pense on a un label sur le programme M qui est le label Objectif CO2, c'est pour la partie transport. On a aussi un label Fred 21, enfin on a différents labels dans le cadre du programme EVE, et je sais qu'il existe au niveau européen d'autres démarches comme ça hein, sur la partie réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport, démarche Lean and Green pour les pays du Benelux, voilà des démarches dans les pays anglophones, enfin il existe voilà différents types de démarches, EcoStar dans les pays anglophones, LCRS également, il existe voilà des démarches que je connais comme ça directement dans la partie transport, pour la partie transport. Non, mais donc j'ai bien répondu à votre question, madame ou monsieur Guan. Mathieu Jacob, vous avez une question sur après la prise en compte de la scope 3 dans le BGS, est-il encore une réelle différence entre le BGS et le bilan carbone? Effectivement, avec cette réglementation qui a évolué, voilà, vu que voilà, il n'y a plus que la scope, enfin les 3 scopes où les émissions directes et indirectes significatives sont obligatoires, et oui, il y a une corrélation de plus en plus forte entre le BGS et le bilan carbone qui est sur tous les scopes. Voilà, je pense que ça répond sans doute à votre question. Une question de Aline Vanden Bavière. Nous avons fait un bilan carbone alors que nous n'étions pas obligés. C'est par exemple à l'exemple de ce qu'a fait Madame Salva, et on nous a dit qu'on était obligé de le publier car nous avons bénéficié de l'aide de la BPI. Est-ce exact? Moi, je suis pas vraiment expert, j'accompagne pas les entreprises directement sur le bilan carbone, mais il y a des personnes de ma société qui pourront répondre à cette question directement. Je sais pas si Madame Salva, vous pouvez témoigner là-dessus. Je vous pose la question comme ça, hein, si vous n'avez pas de réponse, sans problème, mais si on vous l'a dit, je pense que oui. Sincèrement là, j'ai pas la réponse non plus. C'est vrai, on a bien été accompagné par la BPI et par EcoCO2, mais je me suis pas moi-même posé cette question, donc je sais pas. Okay. On vous répondra, je pense, par la suite, Aline Vanden Bavière, sur cette question. On la note et on y répondra, voilà, précisément. Une question d'Alain Kerveillant. Comment se calcule la répartition des émissions de gaz à effet de serre concernant les transports aval et amont du scope 3? L'amont d'une société est souvent l'aval d'une autre société. Alors oui, alors là pour schématiser sur nos... Alors je vais juste fermer mes volets, désolé. Pour schématiser très globalement en fait ce qu'on a présenté ici, j'ai présenté le transport amont et aval par exemple sur une slide, enfin on l'a présenté à plusieurs reprises, mais le transport amont et aval, si on regarde concrètement hein, la méthodologie des bilans des émissions de gaz à effet de serre que je vous incite à voir, je crois la dernière version qui doit dater de 2022, le transport, comment il divise le transport amont et aval? Le transport amont, c'est celui qui est à la charge de la personne morale qui réalise le bilan GES, et le transport aval, c'est le transport qui n'est pas à la charge de la personne morale. Ici, donc ce qu'on avait au transport amont, transport aval, on pourrait, c'est ce qu'on retrouve je pense dans la majorité des cas de figure, ce serait plutôt hein, du fret entrant, du fret sortant. C'est comme ça que je l'ai traité ici. Je ne sais pas si ça répond à votre question, je ne sais pas s'il y a quelqu'un autour de la table qui veut me compléter, mais voilà moi ce que j'en sais là tout de suite.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, Kevin. En fait, le terme amont et aval ne désigne pas, par rapport au point de vue de l'entreprise, en tout cas dans la méthode du bilan de gaz à effet de serre, elle dépend plutôt de, j'allais dire, de la facturation, c'est-à-dire de la prise en charge financière. Et donc, du coup, vous verrez dans la méthode de l'ADEME, il est bien décrit qu'il y a des émissions, c'est quand le transport est en propre par l'entreprise ou quand c'est elle qui loue, qu'elle est locataire. Et en fait, vous verrez cette notion de amont-aval dans cette méthodologie n'est pas la même que celle qu'on utilise clairement nous quand on se situe en disant il y a mon amont et il y a mon aval. Donc c'est pas la même chose. Nathalie, j'en profite. Je crois que c'est la dernière question qu'on va prendre. Il est 29, mais il y a une question de Anne-Laure Ferrer. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'y répondre, peut-être plus que moi, mais quelle serait la différence entre le bilan GES et la CSRD? On n'est clairement pas sur les mêmes documentations et sur le même contenu. Le bilan de gaz à effet de serre, c'est vraiment faire un point sur les émissions de gaz à effet de serre des activités à l'année. La CSRD, on est sur un rapport extra-financier, donc on est sur quelque chose déjà qui couvre toute la RSE, donc pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est aussi les actions sociales de l'entreprise, c'est aussi les actions environnementales. Donc qu'est-ce qu'elle a fait en termes alors social, par exemple, d'égalité hommes-femmes, de progression et de formation des équipes. Enfin, vous voyez, on est sur quelque chose de très large et qui donc recouvre tous les piliers de la RSE, sociaux, environnementaux. Et du coup, le bilan de gaz à effet de serre, il va vous permettre de réaliser votre CSRD sur ce point-là, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, si vous êtes une entreprise soumise à ce rapport de durabilité CSRD, vous avez un travail beaucoup plus conséquent à réaliser sur toutes les actions qu'une entreprise va faire. Je vous donne par exemple un exemple. Le bilan de gaz à effet de serre, c'est les émissions, et donc l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en changeant par exemple certaines modalités, où vous passez de la route au train ou d'autres choses. Dans votre CSRD, vous allez pouvoir aussi travailler sur la biodiversité, c'est-à-dire se dire que vous avez un transport qui parfois peut-être atteindre et réduire la biodiversité parce que c'est polluant, parce que c'est et donc du coup vous avez des actions qui sont clairement des actions qui vont agir sur d'autres choses que juste l'émission de gaz à effet de serre, si je peux faire la différence sur ce point-là. Merci pour la réponse qui est très complète, et on va clore ce sujet des questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou répondu partiellement, on reprendra ça, on reviendra vers vous. Et j'ai encore juste 2 slides, une information. Oui, c'est vraiment une dernière chose. Je vous invite à vous inscrire à notre grand événement annuel, hein, c'est le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable. Il aura lieu le 14 mars à l'Institut Pasteur à Paris, et vous pouvez y participer en présentiel comme en distanciel, puisqu'il sera retransmis en direct. Et voilà, je rentre pas dans le détail, vous avez tout sur la slide à l'écran. Et enfin, pour terminer, vraiment, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite un bon après-midi, puis à bientôt pour un prochain webinaire.